Le 16 juillet 1945, l'ère atomique s'ouvre dans le désert du Nouveau-Mexique. Cela fait à peine plus de 3 ans et demi que scientifiques, chercheurs, militaires et ouvriers s'affairent à résoudre le problème technologique le plus complexe de toute l'histoire de l'humanité. La boule de feu incandescente qui s'élève dans la brume matinale non loin de Socorro démontre qu'ils y sont parvenus. Pourtant, le travail n'est qu'à moitié terminé, car une arme qui n'est pas exploitée n'en est pas une. Les aviateurs basés à l'autre bout du monde doivent maintenant transporter cette torche directement en territoire ennemi. La conception de la première bombe atomique américaine débute en 1939. Le physicien Leo Szilard, émigré hongrois, apprend que des chercheurs allemands ont découvert comment casser le noyau de l'atome d'uranium. Une fission qui peut provoquer une réaction en chaîne qui dégagerait 1 million de fois plus d'énergie qu'une quantité équivalente d'explosifs. Szilard est juif. Il a fui l'Allemagne après l'accession d'Hitler à la chancellerie. Craignant que les nazis n'aient pris de l'avance dans la mise au point de l'arme atomique, il convainc son ami Albert Einstein de co-signer la lettre qu'il envoie au président Roosevelt, le suppliant de commencer au plus vite les recherches sur la bombe atomique. Jusqu'alors, les recherches nucléaires ne s'étaient vues attribuer dans le budget américain que la somme insignifiante de $2000. Mais Roosevelt, impressionné par la requête d'Einstein et de Szilard, débloque une aide financière spéciale. Les recherches commencent dans plusieurs laboratoires militaires et universitaires, mais le manque de coordination et de moyens font qu'au bout de 2 ans, peu de progrès ont été accomplis. Très vite, cependant, les rapports des services de renseignement font état des avancées allemandes dans ce domaine, notamment dans leur usine hydroélectrique de Norsk. Mais c'est finalement un rapport anglais indiquant que les Allemands seraient en mesure de mettre au point une bombe atomique avant la fin de la guerre, qui décide Roosevelt à entreprendre un effort massif pour créer la bombe A. Le 6 décembre 1941, Vannevar Bush, son conseiller pour les questions scientifiques, donne le feu vert aux physiciens. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. L'attaque surprise des Japonais sur Pearl Harbor donne un véritable coup de fouet au tout nouveau programme de recherche atomique. Il est confié aux ingénieurs de l'armée du district de Manhattan à New York, d'où son nom de Projet Manhattan. L'armée désigne pour superviser celui-ci l'un de ses officiers les plus compétents, le colonel Leslie Richard Groves. Ce dernier a fait ses preuves en menant à bien un autre projet d'envergure, la construction en à peine 18 mois du nouveau quartier général du ministère de la Guerre en forme de pentagone. Avide de promotion, Groves aspirait à un commandement sur le front européen, au lieu de quoi on lui demande de chapeauter une bande de crânes d'œufs à la poursuite d'une douce chimère. Seule consolation, il obtient sa promotion au grade de général de brigade. Groves commence alors à écumer les universités à la recherche d'un physicien capable de diriger le projet Manhattan, et il arrête son choix sur Julius Robert Oppenheimer, un brillant spécialiste de la physique quantique qui enseigne à Berkeley. Oppenheimer et Groves ne pouvaient être plus différents. Du général, l'un de ses admirateurs dit qu'il possède l'ego le plus imposant depuis Napoléon. Il est le type même du diplômé de West Point. Pragmatique, énergique, conservateur et ventripotent. Il a toujours une boîte de chocolat d'1 kilo cachée au fond du coffre-fort de son bureau. Oppenheimer, lui, pèse à peine 64 kilos et déteste les gros. Il est sorti diplômé d'Harvard en 3 ans seulement et c'est un physicien de haut vol qui lit du sanskrit à ses heures perdues. De plus, Oppenheimer reconnaît lui-même avoir été membre d'à peu près tous les groupes communistes de la côte ouest. Fin de citation.
Parmi ses nombreux amis et soutiens communistes, on trouve son frère, sa femme et sa maîtresse. Ce qui ne l'empêche pas de faire preuve d'une réelle clairvoyance dans l'organisation de cet exceptionnel effort de recherche. Et Groves finit par se persuader qu'Oppenheimer est l'homme de la situation. Mais la nomination d'un sympathisant communiste provoque une levée de boucliers au sein de l'armée. Et Groves devra adresser un ordre direct et formel au bureau de la sécurité pour qu'Oppenheimer soit habilité. Fin 1942, les deux hommes se mettent en quête d'un endroit isolé pour construire leur laboratoire de recherche top secret. Oppenheimer se souvient alors d'une école située sur un plateau du Nouveau-Mexique, une région où il va en vacances depuis sa plus tendre enfance. En quelques jours, l'école de Los Alamos est achetée et des baraquements sont construits tout autour. La tâche qui attend les scientifiques de ce nouveau laboratoire est immense. Pour commencer, personne ne sait si le meilleur composant pour fabriquer une bombe est l'uranium-235 ou le plutonium. Aucune de ces substances n'a été produite en quantité visible à l'œil nu. Or, désormais, ce seront des dizaines de kilos qui seront nécessaires. Du jour au lendemain, et sans regarder à la dépense, on bâtit des complexes entiers pour en assurer la production. À Hanford, dans l'État de Washington, on construit à la hâte une usine pour fabriquer du plutonium. Bien que hautement toxique, il est plus facile à produire que l'uranium-235. Mais hélas, personne ne sait exactement comment en faire une bombe. S'agissant de l'uranium-235, on est pratiquement sûr qu'il fera un bon explosif. Le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile à séparer du minerai. Une énorme usine est donc construite à Oak Ridge, dans le Tennessee. Mais comme on ignore la meilleure méthode de séparation, ce sont 3 usines entières qui sont bâties. À elle seule, celle d'Oak Ridge coûtera $1,5 milliard. Sur tous ces sites, la sécurité est draconienne. Groves insiste pour que le minimum d'informations soit distillé à chacun. À Oak Ridge et Hanford, les ouvriers n'ont aucune idée de ce qu'ils fabriquent, si toutefois ils fabriquent quelque chose, puisque des tonnes de matériaux entrent, mais que rien ne semble ressortir. L'obsession de Groves pour le secret atteint son paroxysme au laboratoire de Los Alamos, où les scientifiques doivent s'appeler par des noms de code, M. Farmer, M. Wagner, et où on ne parle pas de la bombe, mais du gadget, du truc ou de la bête. Si les scientifiques peuvent se détendre ensemble en faisant du tennis ou du ski, ce qu'ils peuvent se révéler entre collègues sur leurs travaux est sévèrement réglementé. Et naturellement, ils ne doivent rien dire à leurs femmes ou à leurs enfants. Les communications avec le monde extérieur sont quasiment nulles. Le courrier et les appels téléphoniques sont censurés. Les déplacements ne sont permis que sur autorisation spéciale. Et à l'extérieur, les chercheurs sont suivis comme leur ombre par des agents de sécurité. Les ouvriers civils ne résidaient pas dans des baraquements, mais dans des studios. Les chambres étaient assez jolies. Il y avait un petit lit, une table, des chaises, une commode. Ce n'était pas luxueux, mais c'était très fonctionnel. À Los Alamos, la vie est agréable mais confinée. Une fois la famille d'un scientifique installée sur le site, elle ne peut plus en sortir. Des enfants naissent sans que leurs oncles et tantes en soient informés. Tout contact avec le monde extérieur est rompu. Si les chercheurs de Los Alamos redoutent que les nazis ne trouvent la bombe les premiers, Groves et ses hommes savent, eux, que la vraie menace vient plutôt des soviétiques. Car malgré le secret qui entoure le laboratoire, les Russes sont au courant de presque tout ce qui s'y passe. Comment ? Grâce à leur espion sur place, le docteur Klaus Fuchs, une sommité de la physique quantique. Fin 1942, le projet Manhattan est en bonne voie. Des progrès significatifs commencent à être enregistrés. Enrico Fermi,
a réussi à déclencher la première réaction en chaîne contrôlée dans une pile atomique construite sous les cours de squash de l'Université de Chicago. Il reste cependant un problème. Pour l'instant, aucun avion allié n'est capable de transporter une telle arme pour l'utiliser contre le Japon. Début 1944, les usines aéronautiques de tout le pays se préparent à produire des milliers d'exemplaires d'un nouvel avion révolutionnaire. Un appareil qui va être au cœur de la stratégie alliée contre le Japon, car il permettra aux Américains de larguer la bombe atomique dès qu'elle sera au point. Cet avion, c'est le B-29 de la compagnie Boeing. Officiellement baptisé Super Fortress, il constitue un gigantesque pas en avant avec une vitesse de 25% supérieure à celle de son prédécesseur, le B-17. Selon les responsables de l'armée de l'air, une escadre de 600 B-29 suffirait à anéantir la machine de guerre japonaise. Sa cabine pressurisée permet à l'équipage de travailler confortablement à des altitudes pouvant aller jusqu'à 11 000 mètres hors de portée de la DCA et des avions japonais. Il peut transporter une bombe de 10 tonnes et parcourir plus de 6400 km. Mais un bombardier à long rayon d'action n'est pas la seule condition pour pouvoir larguer une bombe atomique sur une cible stratégique japonaise. En juin 1944, les Marines prennent d'assaut l'île de Saipan. C'est la première étape d'un plan visant à reconquérir les îles Mariannes qui constitueront pour les B-29 une base aérienne suffisamment proche pour bombarder les centres industriels japonais. Mais la résistance nippone est féroce. Les Américains perdent plus de 16 000 soldats, les Japonais 24 000. Sans compter les 8 000 civils qui, dans un geste désespéré, croyant que tout est perdu, se suicident en se jetant du haut d'une falaise. Une fois l'île de Saipan conquise, les Marines l'utilisent comme base pour attaquer Tinian, la deuxième île de l'archipel. Puis c'est au tour de Guam. Lors du débarquement, les Marines et l'infanterie se heurtent à une résistance acharnée. Les troupes japonaises contre-attaquent et parviennent même à traverser les lignes américaines. À l'arrière, ce seront des cuisiniers, des administratifs et même des blessés qui les repousseront. En première ligne, les Américains placent leurs obusiers à seulement 30 mètres derrière l'infanterie afin de pouvoir tirer à bout portant sur les Japonais. Un observateur racontera « Les bras et les jambes volaient comme de la neige ». Finalement, le 10 août, les Marines déclarent les îles Mariannes territoire conquis. L'Amérique possède désormais une base aérienne qui place le Japon à portée des B-29 Super Fortress. Août 1944. Alors que les préparatifs commencent sur les îles Mariannes, un jeune colonel de l'armée de l'air de 29 ans parcourt les bases aériennes américaines à la recherche d'hommes pour une mission top secret. Ce colonel qui fume la pipe est un ancien étudiant en médecine de Miami du nom de Paul Tibbets. Son unité sera bientôt affectée dans les îles Mariannes afin de larguer son arme spéciale. Mais en attendant que le terrain d'aviation des B-29 soit construit, l'équipe de Tibbets s'entraînera sur un terrain à la frontière de l'Utah et du Nevada, le Wendover Field. La 509e division de Tibbets est unique. Disposant de ses propres moyens de transport, sa propre maintenance et ses propres escadrilles d'appui, elle est la seule unité entièrement autonome de l'armée de l'air. Les membres de la 509e commencent à arriver à Wendover Field en septembre 1944. L'endroit a déjà servi de base d'entraînement pour d'autres avions. L'eau a mauvais goût, il y a des rats, et le sable s'infiltre partout. Tout y est si désolé que le comique Bob Hope l'appellera la base oubliée lorsqu'il viendra s'y produire. C'est vrai que c'était un trou perdu. Le dernier arbre qu'on avait croisé devait se trouver à 160 km de la base. Et quand on regardait ces étendues de sel, on avait l'impression de regarder dans le vide. En plus, les baraquements étaient complètement délabrés. Heureusement, les membres de la 509e ne passent pas toute leur période d'entraînement dans le désert de l'Utah. Ils se rendent de temps en temps sur le terrain de Batista Field à Cuba pour s'entraîner au pilotage au-dessus de l'eau.
Beaucoup de temps et d'efforts sont consacrés à des largages tests dans le désert californien afin d'aider les ingénieurs de Los Alamos à parachever la conception de l'enveloppe des deux différentes bombes qu'ils sont en train de mettre au point. La première est à base d'uranium-235 extrait dans le Tennessee. Longue et effilée, elle a été surnommée Thin Man, petit homme, et utilise des explosifs conventionnels pour propulser un projectile en uranium jusqu'à une cible également en uranium située dans le nez de la bombe. Lorsque les deux éléments entrent en collision, ils forment la masse critique minimum nécessaire pour déclencher une réaction en chaîne. Des progrès ultérieurs permettront au concepteur de Thin Man de ramener sa taille de 5 à 3 mètres et de le renommer ainsi Little Boy, petit garçon. Mais les physiciens ont calculé qu'ils ne pourraient pas utiliser ce principe pour la bombe au plutonium. En effet, le plutonium atteindrait la masse critique avant que le projectile n'ait touché la cible, entraînant ainsi la désintégration de la bombe. Les chercheurs de Los Alamos expérimentent donc des explosifs puissants comme détonateurs. Ils espèrent faire imploser une sphère de plutonium creuse afin de la réduire en une boule plus petite de masse critique. Malgré les premiers essais peu concluants, une bombe est finalement conçue autour de la sphère de plutonium. En raison de sa forme, elle est baptisée Fat Man, gros homme. La conception de Fat Man a demandé beaucoup de travail. Il a fallu lui donner la forme d'un engin balistique pour qu'on puisse reproduire sa trajectoire et calculer les angles de largage. En matière d'aérodynamique, c'est ce qu'on pouvait faire de pire. Les bombes test construites sur le modèle de Fat Man sont surnommées des citrouilles. Elles sont remplies d'explosifs ordinaires et larguées dans le désert californien. Lors des premiers essais, elles manquent leur cible de plusieurs kilomètres. Finalement, un nouveau modèle à extrémité rectangulaire est testé et ça marche, à la grande surprise du caméraman au sol. Il s'appelait Bruxner. Il n'a pas pu quitter à temps la zone où la bombe était censée s'écraser. Mais il s'est dit, de toute façon, comme elle tombe à côté à chaque fois, l'endroit le plus sûr, c'est encore le centre de la cible. C'est donc là qu'il s'est mis. Et la bombe est tombée en plein milieu de la cible. Heureusement, il a eu le temps de la voir venir et de ficher le camp. Les vols d'entraînement n'ont rien à voir avec ce que les hommes de la 509e ont connu jusqu'alors. Il s'agit de larguer une seule et unique bombe de 5 tonnes et aussitôt après, de faire effectuer à l'avion un vertigineux virage de 158 degrés. Cette manœuvre a pour but de mettre la plus grande distance possible entre le bombardier et l'explosion. Mais seuls 2 membres de la 509e sont au courant, Tibbets et le major Charles Sweeney, commandant de l'escadrille de bombardiers. Aucun autre membre de l'unité ne connaît la nature réelle de l'arme qu'ils vont larguer, pas même le copilote de Tibbets, le capitaine Robert Lewis. En février 1945, le commandant Fred Ashworth est chargé par le général Groves de trouver une nouvelle base pour la 509e quelque part dans les îles Mariannes. Guam offre les meilleures installations portuaires, mais Ashworth choisit Tinian, où l'on vient de terminer le plus grand terrain d'aviation du monde à l'extrémité nord de l'île. Tinian est également plus proche du Japon et sa petite taille semble plus indiquée pour une opération top secret. Je suis allé voir le commandant de l'île, le général Kimball. Je lui ai dit qui j'étais. J'étais commandant à l'époque. Et il m'a regardé un peu sceptique. Je lui ai annoncé que j'avais besoin de faire un relevé aérien dans le cadre de l'opération Silver Plate. Oh, Silver Plate. C'était un nom de code qui ne désignait pas forcément le projet Manhattan, mais un projet qui avait priorité absolue. Et dès que j'ai eu dit ça, il m'a répondu « Où désirez-vous aller ?» Au même moment, à 800 km plus au nord, les Marines se lancent à l'assaut de l'île d'Iwo Jima, contrôlée par les Japonais.
Ces derniers ont eu le temps de s'enterrer et malgré un pilonnage intensif, le débarquement est sanglant. 5400 Américains sont tués, 23 000 blessés. Et du côté japonais, 20 000 morts, soit 90% de leur effectif sur l'île. Mais l'Amérique possède enfin la base avancée dont elle a besoin, un endroit où les B-29 venant des îles Mariannes pourront effectuer leurs atterrissages forcés le cas échéant. De retour aux États-Unis, les membres de la 509e se rendent à Omaha, dans l'usine où le groupe Martin fabrique les Super Fortress pour Boeing. 15 B-29 ont été spécialement aménagés pour la 509e. Afin de les rendre plus légers et plus rapides, toutes les armes ont été retirées, à l'exception des mitrailleuses arrière. Ils ont également été équipés des dernières innovations technologiques, des hélices à inversion de pas électriques et une soute à bombe à ouverture pneumatique rapide. Les pilotes de la 509e prennent possession de leurs appareils, signent une décharge les rendant responsables de ces monstres de plusieurs millions de dollars et s'envolent pour Wendover. De retour dans l'Utah, les hommes de la 509e ne tiennent plus en place. Leur week-end à Salt Lake tourne à la bagarre. Mais la nouvelle base de Tinian est enfin prête et ils vont pouvoir entreprendre cette mission unique dans les annales militaires. 12 avril 1945. La 509e a bouclé son pactage et s'apprête à rejoindre le Pacifique Est. Les chercheurs de Los Alamos ont enfin réussi à produire des implosions symétriques grâce à des explosifs puissants. C'est alors que tombe l'impensable nouvelle. Le président Franklin Delano Roosevelt vient de mourir d'une hémorragie cérébrale. À Los Alamos, Robert Oppenheimer prend la parole lors d'une cérémonie à la mémoire du président disparu et cite un passage de la Bhagavad Gita hindoue. L'homme est une créature faite de convictions, il est à leur image. Et Oppenheimer de poursuivre, les convictions de Roosevelt étaient partagées par des millions d'hommes et de femmes. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour que ce qu'il a entrepris ne prenne pas fin avec lui. Encore sous le choc, les scientifiques continuent de tester la bombe au plutonium. Si leurs calculs leur permettent en effet d'affirmer que Little Boy, la bombe à uranium, fonctionnera, en revanche, personne ne sait vraiment si la sphère de plutonium de Fat Man implosera correctement. Aussi, un tir d'essai est-il prévu sur un site appartenant à la base d'Alamogordo, à 200 km au sud de Los Alamos. L'endroit s'appelle Jornada del Muerto, l'étape du mort. Le nom de code de cet essai est Trinity. La première étape, qui débute en mai 1945, consiste à tester et à étalonner les instruments. Les substances radioactives sont placées au milieu de 100 tonnes d'explosifs qui déclencheront la plus grosse déflagration jamais provoquée. Ensuite, les ingénieurs font construire un pylône de 30 mètres au sommet duquel la sphère de plutonium sera suspendue, entourée par une capsule protectrice en acier de 200 tonnes, surnommée Jumbo. Oppenheimer a conçu cette capsule pour récupérer le précieux plutonium au cas où l'implosion raterait. Mais lorsqu'il se rend compte que, si l'essai est concluant, celle-ci se transformera en 200 tonnes de déchets radioactifs, ce projet de 12 millions de dollars est abandonné. En juillet, un ranch tout proche est réquisitionné pour le montage de la bombe. L'assemblage final a lieu dans une petite tente au pied du pylône. C'est alors qu'un problème inattendu surgit. Le couvercle refuse de s'encastrer convenablement. Tous retiennent leur souffle, Oppenheimer s'interroge. Et on finit par s'apercevoir que la pièce en question est plus chaude que le reste de la sphère. À température égale, tout s'ajuste parfaitement. Mais tandis que la sphère est hissée au sommet du pylône, un problème plus grave se profile à l'horizon. À la veille de l'essai, un violent orage éclate au-dessus du site. Un éclair pourrait-il déclencher l'engin? Nul ne peut le dire. Mais si tel était le cas,
les conditions météo entraîneraient des retombées radioactives jusqu'aux zones habitées. Reporter l'essai n'est pourtant guère envisageable car, à la conférence de Potsdam, le président Truman attend anxieusement une réponse positive qu'il pourrait utiliser contre Staline. L'essai doit avoir lieu. Finalement, la pluie s'arrête, le ciel s'éclaircit et le général Groves donne le feu vert pour le compte à rebours. Au centre de contrôle, la tension est à son comble. Pour détendre les esprits, les physiciens prennent des paris sur cette première explosion atomique. Embrasera-t-elle l'atmosphère? Effacera-t-elle toute trace de vie sur Terre? L'heure de vérité est enfin arrivée. Il est 5h29 du matin, le 16 juillet 1945. Ce jour-là, le soleil se lève à l'ouest, sur la base d'Alamogordo. Les caméras filment sous tous les angles cette explosion de 20 kilotonnes. Trinity est entendu à plus de 300 km à la ronde. L'éclair est vu à 700 km de là, à Amarillo, au Texas. Et on explique à la presse qu'il a été provoqué par l'explosion d'un dépôt de munitions. Tentant de couvrir le bruit de l'explosion, Vannevar Bush hurle au général Groves. Cette bombe est plus brillante qu'une étoile. Et Groves, toujours avide de promotion, de répondre en montant ses galons, plus brillante que 2 étoiles. Ken Bainbridge, le responsable de l'opération Trinity, félicite Oppenheimer par ces mots. « Maintenant, nous sommes tous des salauds. » Et Oppenheimer se remémore alors un passage de son poème hindou favori. « Si l'éclat d'un millier de soleils illuminait soudain le ciel, cela ressemblerait à la splendeur du Tout-Puissant. Maintenant, j'incarne la mort, le destructeur des mondes. » L'Amérique a gagné la course. Elle est la seule à posséder la bombe atomique. La bonne nouvelle est envoyée par câble codé à Truman, toujours à Potsdam. Le président américain parle alors à Staline de cette nouvelle arme au pouvoir destructeur hors du commun. Mais cela n'impressionne guère le dirigeant soviétique, car ce que Truman et Churchill ignorent, Klaus Fuchs a tenu les Russes informés de tous les développements. Immédiatement après l'essai, on ne peut approcher le point zéro, le cœur de l'explosion, que dans un char blindé au plomb. Mais en quelques jours, la radioactivité diminue, et bientôt Oppenheimer et Groves se rendent sur place pour constater les ravages. Le pylône a été entièrement pulvérisé, et sous l'effet de la chaleur phénoménale de l'explosion, le sol est recouvert d'une couche de verre. Tandis que les physiciens examinent les débris dans la vallée de Jornada del Muerto, l'enjeu du projet Manhattan se déplace à l'autre bout du monde. La fin du compte à rebours de Trinity marque le début de celui de l'Empire du Japon. Comparée à l'immensité désertique de Wendover, l'île de Tinian ressemble à un paradis pour les hommes de la 509e division. Après un bref séjour sous des tentes, ils emménagent dans les baraquements plus luxueux laissés par le bataillon qui a construit le terrain de Northfield. Nos quartiers étaient vraiment très agréables. Si je me souviens bien, les hommes du génie maritime les avaient construits pour eux, mais on les leur avait retirés pour nous les donner. Il y avait de belles allées, des bâtiments préfabriqués, des bureaux, et même un cinéma en plein air. Je crois bien qu'on avait les plus beaux quartiers de toute la base. On s'en tirait plutôt bien car notre cuistot était passé maître dans l'art d'accommoder les chèvres australiennes. Il n'y avait pas de chauffe-eau, il fallait se doucher à l'eau froide. Mais c'est vrai que comparé à celles des autres GIs, nos conditions de vie étaient meilleures. Ce qui n'échappe pas aux GIs en question. Ils étaient arrivés là-bas 6 mois avant nous et avaient perdu beaucoup d'hommes lors d'attaques ou d'accidents à cause de leur matériel défectueux.
Et nous, on débarquait avec nos avions flambant neufs et on était traités comme des rois. Donc c'est vrai qu'il y avait un certain ressentiment à notre égard, ou plus exactement de la jalousie. Les autres bataillons de Tinian brocardent cette 509e qui n'a effectué que de petites sorties, alors que c'est par milliers que les autres appareils quittent l'île pour de dangereuses missions de bombardement au-dessus du Japon, dont certains ne reviennent pas. Pour la 509e, les sorties d'entraînement se résument à bombarder de petites îles sous contrôle japonais toutes proches et à peine défendues. Quant à leurs missions de combat ultérieures, elles consisteront à parcourir les 4800 km aller et retour qui les séparent du Japon pour y larguer une seule citrouille depuis une altitude de 9000 mètres. Un soldat de Tinian leur dédie ainsi une petite ode pleine de fiel. Dans les airs plane un secret. Où ils vont, nul ne le sait. Surtout ne demandez pas pourquoi, vous seriez dans de sales draps, mais croyez en quelqu'un qui a du nez, avec ceux de la 509e, la guerre est gagnée. « 26 juillet 1945, 10 jours après Trinity. Les Alliés réunis à Berlin rédigent la déclaration de Potsdam. Les Japonais devront capituler sans condition ou s'exposer à une prompte et totale destruction. Mais il n'est pas fait mention des moyens qui seront mis en œuvre pour y parvenir. Le gouvernement japonais décide de répondre à cet ultimatum par un silence méprisant. Truman et ses conseillers ne voient guère d'autre solution que d'utiliser la bombe atomique contre le Japon. Reste une question, où la larguer? Au sommet de sa liste, le général Groves a placé Kyoto, la superbe capitale historique du Japon, et ce principalement pour l'impact psychologique que sa destruction susciterait. Mais Henry Stimson, le ministre de la guerre, s'oppose à ce choix, également pour des motifs psychologiques. Il craint que la destruction du centre historique et religieux du Japon ne pousse le pays dans les bras de Moscou, une fois la guerre terminée. Le président Truman est du même avis. Kyoto écarté, la liste des cibles potentielles est, dans l'ordre, Hiroshima, Kokura, Niigata et Nagasaki. Le jour même de la déclaration de Potsdam, le cuirassé USS Indianapolis jette l'ancre dans le port de Tinian. À son bord, un container plombé de 150 kilos. Mais ce que l'équipage et le capitaine ignorent, c'est qu'il contient l'uranium-235 pour la fabrication de Little Boy. La précieuse cargaison déchargée, le navire reprend la mer. 4 jours plus tard, un sous-marin japonais le torpille et il coule. Les 3/4 de l'équipage meurent, dont des centaines dévorés par les requins. Le 4 août, J-2. L'équipage retenu pour la première mission atomique se retrouve dans la salle de réunion préfabriquée de Tinian. Le colonel Tibbets leur présente William Dick Parsons, un artificier de la marine qui leur annonce qu'ils largueront bientôt l'arme la plus destructrice jamais fabriquée. Parsons a apporté avec lui le film de l'essai Trinity. Il y avait un projecteur et il y avait une bobine de film. Malheureusement, les deux n'étaient pas compatibles. Donc, au lieu de nous montrer les images de Trinity, le capitaine Parsons nous a décrit le champignon atomique que nous verrions. Il nous a juste montré des photos en couleur de quelque chose, et on aurait dit un soleil. Comment vouliez-vous qu'il nous explique que ça, c'était une bombe? On aurait dit le soleil. Après des années de préparation, de recherche, d'attente, et après 2 milliards de dollars de dépenses, le grand jour arrive enfin. 5 août 1945. Little Boy est précautionneusement transporté hors de la salle d'assemblage. Sous les yeux de tous les hauts responsables de la base, la bombe est remorquée jusqu'à une fosse de chargement spéciale équipée d'un monte-charge hydraulique. Fat Man et Little Boy sont trop lourds pour être chargés normalement, même dans les énormes B-29. Une fois la bombe dans la fosse, le monte-charge la hisse jusque dans la soute de l'appareil.
Tandis que la bombe s'élève jusqu'au ventre de l'avion numéro 82, Dick Parsons confie ses craintes à l'assistant du général Groves, le général de brigade Thomas Farrell. Il redoute les conséquences cataclysmiques d'un crash de l'avion au décollage. Selon lui, cela provoquerait une explosion atomique qui pulvériserait la moitié de l'île. Parsons a déjà proposé de n'armer la bombe qu'après le décollage, mais le général Groves a repoussé sa proposition, jugée trop complexe. Pourtant, une récente série de crashs sur l'île renforce l'argument de Parsons. Farrell finit par se rallier à sa solution et Parsons s'entraîne alors pendant des heures à mettre en place le détonateur jusqu'à en avoir les mains en sang. Une fois la bombe désamorcée bien calée dans sa soute, le B-29 prend place sur la piste. Sur la queue de l'appareil, le colonel Tibbets a fait remplacer le cercle traversé d'une flèche, emblème de la 509e, par le R dans un cercle qui orne les autres avions de Tinian pour ne pas attirer l'attention des chasseurs japonais. Mais Tibbets n'en a pas encore terminé avec les travaux de peinture. Il souhaite faire décorer le nez de cet appareil qui va passer à la postérité. Il décide de baptiser l'avion 82 Enola Gay, du nom de sa mère, et autorise un peintre à traverser le cordon de policiers militaires qui garde l'avion. « 2 heures du matin, le lundi 6 août. Tant de lumière et de caméras entourent l'avion désormais baptisé que Tibbets a l'impression d'être à Hollywood. Dick Parsons, lui, trouve que ça ressemble plutôt à l'inauguration d'un drugstore. L'idée vient bien entendu du général Groves, qui veut que le départ de cet avion reste dans l'histoire, sans compter la publicité pour lui. L'équipage se met en ligne pour la fameuse photo. On y voit entre autres le navigateur Dutch Van Kirk, le bombardier Thomas Farraby, Tibbets, son copilote Bob Lewis et le navigateur Jacob Beezer. D'un petit geste de la main, Tibbets fait ses adieux. Il est 2h45 du matin, heure de Tinian, lorsque l'Enola Gay se met poussivement en branle sur la piste. Avec la bombe et ses réserves de carburant, il pèse 8 tonnes de plus que le poids normal. Tibbets a besoin de presque toute la longueur de la piste pour atteindre la vitesse de décollage, à la grande frayeur de Lewis, son copilote. Mais au dernier moment, il tire sur le manche et l'Enola Gay prend son envol en direction d'un empire condamné, mais qui continue à défier les Alliés. « 3 heures du matin. L'Enola Gay fend la nuit à basse altitude et va à la rencontre de l'avion d'appui et de l'avion caméra. L'artificier Dick Parsons et son adjoint Maurice Jepson se glissent alors dans la soute pour insérer la charge explosive dans la bombe. L'opération est réalisée en moins de 30 minutes et Jepson remplace la petite fiche verte se trouvant sur le flanc de Little Boy par une fiche rouge. La fiche verte isolait le système de mise à feu du reste du circuit. En la remplaçant par la fiche rouge, on connectait le système de mise à feu au reste du système électronique. Alors que l'aube pointe à l'horizon, les 3 avions se retrouvent au-dessus d'Iwo Jima. L'avion d'appui, baptisé Great Artist, a une fuite d'huile. Mais son pilote, Chuck Sweeney, estime qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mission pour autant. À 7h moins le quart, les avions pressurisent leur cabine et entament leur montée pour atteindre 9300 mètres, l'altitude de largage. Peu de temps après, l'Enola Gay reçoit le message suivant d'un des avions météo qui le précède. Couverture nuageuse inférieure à 500 mètres, quelle que soit l'altitude. Bombardé cible numéro 1, Tibbets annonce, c'est Hiroshima. Au moment où l'avion météo américain décolle, les sirènes de la ville d'Hiroshima annoncent la fin d'une alerte. Les ouvriers regagnent leurs usines et au quartier général de la Seconde Armée, les soldats se remettent à leurs manœuvres. La vie reprend son cours. À bord de l'Enola Gay, le copilote Bob Lewis tient le journal de la mission. Tandis que l'appareil s'approche d'Hiroshima, il écrit «
le largage de la bombe sera suivi d'un bref intermède. À 8h11, le bombardier Tom Ferby ôte sa casquette et règle son viseur. Le colonel Tibbets lui confie alors le contrôle de l'appareil. La cible est localisée, c'est le grand pont en forme de T sur la rivière Otta. Quelques secondes plus tard, Ferby déclenche le signal radio qui avertit les autres avions de l'imminence du largage. Au cas où, il pose son doigt sur la commande manuelle, mais le système automatique fonctionne parfaitement. À 8h15 et 17 secondes, Little Boy tombe de la soute de l'Enola Gay, interrompant brusquement le signal de largage. Tibbets amorce alors le virage à 158 degrés qu'il a répété à maintes reprises. Tout l'équipage met les lunettes de protection fournies par l'armée, mais Tibbets s'aperçoit qu'elles l'empêchent de voir les instruments et les retire. « 43 secondes exactement après le largage, à 550 mètres au-dessus du sol, la première arme atomique de la guerre explose. Il est exactement 8h16, le lundi 6 août 1945. Quelques instants plus tard, les deux ondes de choc produites par la déflagration atteignent les avions. En ressentant la violente secousse, Tibbets s'écrie machinalement « DCA ». L'avion caméra vole en cercle au-dessus de l'Enola Gay et du Great Artist afin d'immortaliser l'explosion. Après le largage, les deux autres avions ont fait demi-tour. Ils tournaient donc le dos à l'explosion, ils ne l'ont pas vue. Alors que nous allions droit dessus. Et elle s'est produite juste devant nous. On a vu l'explosion, le dégagement provoqué par la chaleur. Puis le champignon s'est formé et a commencé à s'élever en aspirant tout. Et au fur et à mesure qu'il s'élevait, il devenait rouge, jaune, violet. Et ça bouillonnait à l'intérieur. Malheureusement, le film tourné depuis l'avion caméra ne donnera rien, et ces images filmées manuellement depuis l'avion soutien sont les seules que l'on possède du champignon d'Hiroshima. Tandis que les appareils survolent une nouvelle fois la ville pour mieux voir l'enfer qui bouillonne en dessous d'eux, le copilote Bob Lewis ajoute une phrase dans son journal. « Mon Dieu, écrit-il, qu'avons-nous fait ?» Au sol, la fumée commence à se dissiper au-dessus d'Hiroshima. Ces archives confisquées aux Japonais montrent la ville dans les heures et les jours qui ont suivi l'explosion. Ce film ne sera montré que 25 ans après la fin de la guerre. La force de la déflagration a été phénoménale, l'équivalent de 13,5 kilotonnes. Au cœur de l'explosion, la température a atteint les 40 millions de degrés. Au sol, une température de 3000 degrés a fait fondre la céramique et le granit dans un rayon d'1 kilomètre autour du point zéro. Des ombres portées ont été figées à tout jamais. Des piétons pulvérisés par l'explosion ne laissent derrière eux qu'une empreinte sur le macadam. Le souffle s'est propagé à 335 mètres par seconde, la vitesse du son. Dans un rayon d'1,5 kilomètre, seuls les édifices en béton armé sont encore debout, bien qu'éventrés. Tout le reste n'est que décombres. Le centre d'exposition commerciale et industrielle.
le bâtiment de la compagnie du gaz d'Hiroshima, le château historique, le quartier général de la Seconde Armée. La cible de Fairby, le pont Ai-Oi, est gravement endommagé mais miraculeusement toujours debout. Plus loin, tout a été ravagé par des incendies provoqués soit par l'explosion elle-même, soit par des poêles à charbon renversés par le souffle. Mais les quelques pompiers encore vivants sont impuissants à combattre les flammes, car le réseau d'alimentation en eau de la ville est coupé en 70 000 endroits. Plus de 90% des édifices de la ville sont endommagés ou détruits, et près des 2/3 totalement démolis. Et ceux qui ont survécu à l'explosion sont davantage occupés à fuir et à trouver du secours qu'à se soucier des dégâts. Les 9/10 des médecins et des infirmières de la ville ont été tués ou blessés. Les quelques hôpitaux et cliniques encore debout sont pris d'assaut par des hordes de blessés qui envahissent les halls et les escaliers. Nombreux sont ceux qui souffrent de graves brûlures provoquées par le souffle de la bombe, en plus des blessures causées par les projectiles. Aux endroits où la peau était protégée par un objet ou par des vêtements, elle est restée intacte. Un missionnaire jésuite allemand qui enseignait dans un séminaire à 6 km du point zéro décrit plusieurs semaines plus tard lors d'une interview les conséquences de la déflagration. After a while, we saw a procession of people coming from the outskirts of the city up the valley. Many of them, most of them, were wounded, especially the parts of the body which were not covered by clothes, like hands, feet, back. They came up to our house and we did what we could, but there were no possibility to give much of aid. As a matter of fact, we used all our grease we had at that wartime in the house, and it was exhausted in a moment. Au bout de quelques jours, les premiers symptômes liés aux irradiations apparaissent chez ceux qui se trouvaient près de l'épicentre de l'explosion. Beaucoup meurent d'infections généralisées et d'hémorragie après 2 semaines de souffrance. On ne saura jamais le nombre exact des victimes, mais au moins 70 000 Japonais sont morts lors de l'explosion et plus de 30 000 autres succomberont à leurs blessures ou aux radiations dans les jours et les semaines qui suivent. La guerre atomique contre l'Empire japonais n'est pourtant pas terminée. À 15 h, le 6 août 1945, l'Enola Gay est de retour à la base de Tinian. Sa mission aura duré 12 heures et 15 minutes. Sur l'île, la nouvelle de la première mission atomique s'est répandue comme une traînée de poudre. On attendait. On était très impatients de connaître le résultat. On était tous très surpris, c'est certain, et ivres de joie en même temps. On s'est dit, bon sang, il ne plaisantait pas. C'était la surprise qui dominait. Et on avait aussi le sentiment que la guerre allait sans doute se terminer rapidement. J'ai pensé que ça avait dû tuer beaucoup de gens à la fois. Et c'est à peu près tout, sauf peut-être aussi la joie de savoir que c'était nous qui avions la bombe et pas les autres. Tous les responsables de la base sont présents pour accueillir les hommes de l'Enola Gay. Le nouveau commandant en chef de l'aviation stratégique, le général Karl Spaatz, s'est même déplacé pour l'occasion.
Paul Tibbets est décoré pour service rendu à la nation. Il était là en train de fumer sa pipe, ce qui n'est pas un comportement habituel pour quelqu'un qui va recevoir une décoration. Ensuite, il a glissé sa pipe dans la manche de sa combinaison de vol, et là, le général s'est approché de lui et lui a remis sa décoration. Après avoir été félicités par les 200 soldats qui se pressent sous les ailes de l'Enola Gay, les héros du moment sont escortés jusqu'au club des officiers pour le compte-rendu de la mission. Chacun d'eux reçoit une rasade de bourbon. Un coup de chance car la séance de questions s'éternise de sorte que lorsqu'ils arrivent à la petite fête organisée en leur honneur, il ne reste plus une goutte de bière. Le général Farrell s'éclipse pour câbler le rapport complet de la mission au général Groves dans son bureau de Washington. Il lui fait la description du champignon atomique et l'informe que les photos de reconnaissance développées jusqu'à présent sont inutilisables à cause de la fumée et de la poussière soulevée par l'explosion. Groves est ravi et il écrit « C'est le plus grand effet de surprise depuis le cheval de Troie ». Il rédige pour le service de presse de la Maison-Blanche un communiqué au nom du président Truman, lequel se trouve encore sur le bateau le ramenant de Potsdam. Dès son retour, Truman réitère pour les actualités l'annonce de l'existence d'une arme nouvelle et terrible. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Mais le Japon ne se rend pas sur le champ, malgré la déclaration de guerre que lui notifie l'Union soviétique le 8 août. Le général Groves veut porter le coup de grâce pour renforcer l'impact psychologique sur la population. Il ordonne le largage d'une seconde bombe dans les plus brefs délais. Le 9 août, Fat Man est remorqué à l'extérieur de la salle d'assemblage en prévision de son largage sur une nouvelle cible, l'arsenal de Kokura. L'enveloppe de Fat Man comporte davantage d'interstices que celle de Little Boy et doit donc être rendue hermétique afin de protéger les commutateurs barométriques qui armeront la bombe durant sa descente jusqu'à l'altitude de l'explosion. Elle devait être larguée à environ 9000 mètres. Une altitude où la pression est extrêmement basse. Mais à mesure de sa descente, la pression augmentait à l'intérieur de la bombe jusqu'à atteindre le seuil qui déclencherait la mise à feu. Et c'est pour ça qu'il fallait soigneusement boucher tous les interstices de l'enveloppe. Une fois les commutateurs barométriques activés, la bombe sera déclenchée par un système radar qui détecte l'altitude exacte à laquelle la détonation doit avoir lieu. La touche finale consiste à orner la bombe de divers graffitis. L'un d'eux est dédié aux victimes de l'USS Indianapolis. Si les hommes de la 509e peuvent s'enorgueillir à juste titre d'avoir respecté à la lettre le plan de vol de l'Enola Gay, la seconde mission connaîtra tous les problèmes que la première avait réussi à éviter. Le projet initial prévoyait le largage de Fat Man pour le 11 août. Mais les mauvaises conditions météo annoncées pour ce jour-là et les 5 jours suivants obligent à l'avancer au 9. Ceci laisse à peine le temps de préparer la bombe et oblige Chuck Sweeney à changer d'avion pour le largage. Cette fois, le Great Artist transportera donc les instruments de mesure qui ont si bien fonctionné lors de la mission sur Hiroshima et Sweeney pilotera l'avion 77, le Boxcar. L'avion qui transportait la bombe était celui que mon équipage avait l'habitude de piloter, celui qu'on avait été chercher à Omaha et qu'on avait ramené à Wendover. C'était notre avion depuis sa sortie de l'usine. Et c'est cet appareil, qu'on avait surnommé la voiture de Bock, que le major Sweeney et son équipage ont piloté pour transporter Fat Man. C'est sous les éclairs que se fait le chargement de Fat Man dans la soute du Boxcar. Bien que la mission ait été avancée, il faudra malgré tout compter avec le mauvais temps.
La nuit où l'on se préparait à décoller pour Nagasaki, le temps était à l'orage, le ciel était zébré d'éclairs. Et on était un peu nerveux parce que, pour les aviateurs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Puis un autre problème surgit. Peu avant le décollage, Sweeney s'aperçoit que la commande de sa réserve de carburant de 2300 litres ne fonctionne pas. Tibbets a dit à Sweeney de ne pas s'en faire parce que ce réservoir était juste censé faire contrepoids à la bombe qui se trouvait à l'avant de la soute. Il lui a dit qu'il pouvait effectuer sa mission sans s'en occuper, que ça ne serait pas un problème. Mais ça s'est finalement avéré en être un. Le système d'implosion de Fatman est si complexe qu'il est impossible d'armer la bombe en vol. Elle le sera donc avant le décollage. Il n'y avait pas moyen de retirer la charge d'explosifs ni quoi que ce soit, parce que tous les éléments étaient solidaires à l'intérieur de la bombe. Le responsable scientifique de la mission, Norman Ramsey, ici à gauche, redoute tellement un accident nucléaire qu'il ordonne à tous les véhicules d'incendie de l'île de se placer en bout de piste et va lui-même s'y poster. Il se dit que si une catastrophe arrive, il sautera avec les autres et n'aura ainsi pas d'explication à donner. Mais Sweeney et son équipage décollent sans incident à 3h49 du matin pour se diriger droit vers un orage de chaleur. De tous les vols que j'ai effectués, même les vols commerciaux, jamais je n'ai vu une tempête aussi violente que celle-ci. On était ballottés, on montait, on descendait. La météo oblige Sweeney à déplacer son point de rendez-vous avec les deux autres avions d'Iwo Jima jusqu'à l'île de Yakushima, à 1200 km de là. Sweeney et Boggs se rejoignent rapidement, mais l'avion caméra se fait attendre, et l'attente se prolonge suffisamment pour que certains se mettent à voir des choses. Quand vous volez au-dessus d'un pays étranger, d'un pays ennemi, vous avez l'esprit prompt à s'emballer. Ce que je veux dire, c'est que vous regardez par le hublot et vous avez tout de suite l'impression de voir des chasseurs ennemis. À force de les guetter, vous finissez par voir des points dans le ciel. Et ça, c'est parce que votre cœur bat à toute allure. Le troisième avion n'est jamais arrivé. C'est au responsable de l'armée de l'air de dire ce qui s'est passé. Je suppose qu'il a dû se perdre. Finalement, après avoir brûlé 45 minutes de précieux carburant, Sweeney et l'artificier Fred Ashworth décident de continuer vers leur cible sans l'avion caméra. Mais ça n'en est pas fini des mauvaises nouvelles. La cible numéro 1, l'arsenal de Kokura, est enveloppé d'un épais brouillard. Et le boxcar a reçu l'ordre express de ne larguer la bombe que si la cible est bien visible. Le général Groves voulait être sûr qu'on savait où on allait la larguer. Ce n'est pas le genre d'engin qu'on peut se permettre de lâcher n'importe où. Et les largages au radar n'étaient absolument pas fiables. Le boxcar tourne au-dessus de Kokura pendant encore 45 minutes en tentant de nouveaux angles d'approche dans l'espoir que le brouillard se dissipe. En vain. On nous a beaucoup reproché cette manœuvre, mais c'est facile de critiquer après coup. Les Japonais finissent par envoyer des chasseurs et activer la DCA. Sweeney et Ashworth, estimant que cela a assez duré, décident d'un commun accord de mettre le cap sur la seconde cible, Nagasaki. Au point où on en était, je ne sais pas si c'était du courage ou le paroxysme de la peur. Malheureusement, les conditions météo sur Nagasaki sont à peine meilleures et le niveau de carburant commence à devenir critique. Ashworth sait qu'ils doivent se défaire du poids que représente la bombe s'ils veulent pouvoir rentrer. Il n'a pas le choix. Il autorise le bombardier Kermit Behan à procéder à un largage au radar. On avait presque terminé le ciblage du radar. Quand 1 minute ou 45 secondes avant la fin, Behan s'est mis à hurler « Je la vois, je l'ai ». Il a immédiatement stoppé le radar, repris les commandes et a effectué le largage à vue.
Fat Man explose à 11h02 le 9 août 1945, le jour même du 27e anniversaire du bombardier Kermit Behan. Le fait que Behan ait su garder son sang-froid et ait effectué le largage comme il l'a fait est vraiment remarquable. Sans ça, on se serait sûrement retrouvé devant la cour martiale à expliquer pourquoi les choses avaient si mal tourné. Donc pour moi, il nous a vraiment sauvé la mise. Chapeau. Mais la joie d'avoir réussi le largage sera de courte durée. Il s'en faut d'un cheveu pour que les deux avions ne se retrouvent pris dans le tourbillon du champignon atomique. Ils parviennent à virer en direction d'Okinawa, situé à 2 heures de là, mais avec juste 2 heures de carburant devant eux. Le terrain d'aviation ami le plus proche pourrait ne pas l'être suffisamment. On était tous inquiets à propos du carburant, parce que c'était notre problème numéro 1. Et on se demandait si on réussirait à atteindre le terrain d'aviation. Le boxcar et le Great Artist parviennent finalement jusqu'à Okinawa, mais la poisse les poursuit toujours. Sweeney envoie un signal de détresse, mais ne parvient pas à entrer en contact radio avec la tour de contrôle. On a essayé 2 ou 3 fois, mais sans réponse. Donc finalement, Sweeney m'a dit « Fred, allume tous les feux, on va atterrir ». Fred Olivi allume d'abord les feux d'atterrissage de détresse, puis tous les autres feux. Toujours pas de réponse. Sweeney décide alors de se poser malgré tout. En faisant appel à toute son expérience, il réussit à atterrir et déboule à plus de 240 km/h sur la piste, évitant de justesse 2 B-24. On a pris la première allée de dégagement qu'on a trouvée et au moment où on s'y engageait, le moteur numéro 2 s'est arrêté. Je m'en souviens, c'était le 2. On a vraiment failli tomber en panne sèche en plein ciel et là, ça aurait été une autre histoire. Quant à la bombe, les vols de reconnaissance montrent qu'elle n'a pas eu le succès escompté. Fat Man a explosé 4,5 km en amont de sa cible, dans une vallée qui protège une grande partie de la ville du souffle de l'explosion. La zone touchée est plus industrielle que résidentielle. Même si les 22 kilotonnes de Fat Man représentent quasiment le double de la bombe d'Hiroshima, l'impact a été atténué par la nature montagneuse du terrain et le nombre de victimes est moins élevé, environ 60 000 morts. Une chance, même si c'est là l'effet du hasard. Les 2 bombes atomiques et la déclaration de guerre de l'Union soviétique décident enfin le gouvernement japonais à capituler. Il accepte l'ultimatum de Potsdam à condition que l'empereur reste au pouvoir. À Washington, on fait pression de tous côtés sur le président Truman pour qu'il négocie les conditions de reddition les plus dures possibles pour le Japon. Mais le ministre de la guerre, Stimson, fait remarquer que l'empereur est la seule autorité capable d'ordonner à l'ensemble de l'armée de cesser le combat. Un compromis est finalement trouvé. L'empereur restera au pouvoir sous l'autorité du commandement allié d'occupation. Le 15 août, l'empereur s'adresse pour la première fois par l'entremise de la radio à son peuple et lui annonce la capitulation du pays. Les Américains, quant à eux, se pressent dans les rues pour célébrer cette victoire si longtemps attendue. Les festivités durent jusque tard dans la nuit. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé Missouri amarré dans le port de Tokyo, le général Douglas MacArthur accepte la capitulation du Japon. La Seconde Guerre mondiale est enfin terminée.
Un demi-siècle s'est écoulé depuis cette fameuse semaine qui a changé la face du monde. L'Amérique a conservé en l'état plusieurs des lieux et éléments du projet Manhattan, en souvenir du prix qu'il a fallu payer pour en finir avec cette guerre. Le B-29 Enola Gay a été restauré par le Musée national de l'air et de l'espace de la Smithsonian Institution. Cette restauration est un hommage à la puissance industrielle américaine qui a rendu possible sa construction. Ces milliers d'hommes et de femmes qui, dans tout le pays, ont assemblé les avions, chars et navires qui ont fini par abattre les puissances de l'Axe. Los Alamos est toujours un laboratoire de recherche. On ne s'y consacre pas uniquement à la physique nucléaire, mais également à la mise au point de traitements contre le cancer et le sida, en repoussant toujours plus loin les limites de la science. Los Alamos nous rappelle les trésors d'intelligence et d'ingéniosité qui furent nécessaires pour percer les secrets du noyau atomique. Tous les chercheurs et ingénieurs qui ont pris part à cette guerre, enfermés dans leur laboratoire, à griffonner de mystérieux calculs sur leur tableau noir. Le boxcar a été minutieusement restauré par le musée de l'armée de l'air de Dayton dans l'Ohio, où il est exposé. C'est dans son poste de pilotage qu'ont été tournées les reconstitutions montrées dans ce programme. Le boxcar et son épopée symbolisent le courage et la ténacité des hommes qui ont construit et largué les 2 premières bombes atomiques. Et enfin Trinity, lieu de la première explosion atomique, fait aujourd'hui partie du terrain militaire de White Sands, dans le sud du Nouveau-Mexique. Le site protégé comprend également Compania Hill, où la plupart des physiciens ont assisté à l'essai atomique. Le ranch McDonald, où la bombe a été assemblée. Un obélisque de pierre marque l'endroit où se trouvait le pylône utilisé lors de l'essai, avant d'être pulvérisé par l'explosion. Le site de Trinity symbolise la peur de l'homme face à des forces qu'il a déclenchées sans pouvoir entièrement les contrôler. Pris dans leur ensemble, ces éléments du projet Manhattan expriment l'ambivalence des sentiments que nous continuons d'éprouver devant l'avènement de l'ère atomique. C'est à l'histoire qu'il appartiendra d'émettre un jugement sur les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais à l'heure où on s'interroge sur le bien fondé de cette destruction massive face à un demi-siècle de relative paix mondiale, ce monument est là pour nous rappeler le moment où le monde a basculé. Capitaine William Sterling Parsons de Fort Summer dans le Nouveau-Mexique, officier de la marine des États-Unis. Artificier à bord de l'Enola Gay lors de la première mission atomique. After a photographing session that made us feel like a Hollywood premiere, we got off at about 3 o'clock in the morning in the darkness. Major Tom Ferby de Mocksville en Caroline du Nord, bombardier sur le premier bombardier atomique. I could clearly see the city of Hiroshima within my bomb sight. Then I clutched in and took the run, and I felt the bump of the airplane. I was greatly relieved because I knew the unit had gone from the airplane that we had successfully delivered. Colonel Paul Tibbets de Miami en Floride, commandant de la première mission atomique. The sight that greeted our eyes was quite beyond what we had expected because we saw this cloud of boiling dust and debris below us with this tremendous mushroom on top. Beneath that was hidden the ruins of the city of Hiroshima.
Commandant Frederick Ashworth de Wenham dans le Massachusetts, officier de la marine américaine, artificier lors du second raid atomique. There was a tremendous suspense and tension as we approached the target because we had just failed to be able to bomb our primary target. Capitaine Kermit Behan de Houston au Texas. The target was there pretty as a picture. I made the run, let the bomb go. That was my greatest thrill. Major Charles Sweeney de Quincy dans le Massachusetts. We were very relieved to have it go. Much more relieved when we saw the tremendous flash and knew that it had functions. At that point, we hit the road for Okinawa, the first petrol station. Général de brigade Thomas Farrell, coordinateur du projet atomique. This great power has been given to us, and we should be ever humble and grateful that it was given to us rather than to our enemies. And all of us who have had a part in its development and in carrying out its use should dedicate our strength, our wealth, our brains, and even our very lives to see that it is always used for good and never for evil.